bienvenue à tous. Avec nos deux invités, M. Pierre Godette et M. Yves Ouellette, nous parlerons de plan stratégique de développement de Témiscamingue. Bienvenue à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On dit le plan, mais il est déjà débuté déjà. Il y a eu un historique, il y a eu un développement parce qu'il y a déjà des choses qui sont en cours. C'est pas seulement... Vous êtes vraiment dans l'action maintenant. Si vous pourriez nous donner un peu l'historique du début, parce que quand même, ça a débuté en 88, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça. En 88, la ville de Témiscamingue avait été approchée à ce moment-là par Tembec au niveau du développement. C'est à ce moment-là que Tembec annonçait la construction de son usine Tembold, qui allait amener plusieurs employés ici à Témiscamingue. Et à ce moment-là, il y avait une inquiétude de savoir si la ville pouvait absorber cette arrivée de gens-là additionnels au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, développement domiciliaire, les petites industries qui pourraient se rattacher à Tembec, etc. Donc, il y avait une inquiétude au niveau du développement de la ville. Dans la même année, le gouvernement du Québec avait annoncé son plan d'action en matière de développement régional. Et puis, à ce moment-là, la ville s'est inscrite auprès de l'OPDQ à l'intérieur de ce programme-là et a signé une entente le 29 août 1990 avec l'OPDQ pour élaborer cette stratégie de développement économique. Alors, à l'origine, il y avait eu un comité qui avait été formé pour travailler là-dessus. Et ce comité-là était formé de Gérard Héroux, qui représentait la municipalité de Kippawa, Lucille Jolette, le secteur tourisme, Daniel Cloutier, éducation, Denis Bisson, affaires, le milieu d'affaires, Suzy Meunier représentait Tembec et Pierre Gingras, les citoyens. Alors, ce comité-là a travaillé pendant près de 3 ans avec des consultants externes pour analyser les besoins, étudier quels projets qui étaient déjà en cours et quels projets qui avaient des chances de se réaliser et à présenter là, un plan stratégique pour donner suite à ces projets-là. Alors, le 14 mars 1993, la ville de Témiscamingue adopte officiellement son plan stratégique de développement et le soumet au gouvernement. Elle modifie aussi l'appellation de la structure et le comité de travail devient le comité de développement économique. À ce moment-là, se sont joints des nouveaux membres au comité et la composition actuelle est la suivante. Il y a M. Guy Méjeau qui représente la municipalité de Kippawa, Mme Lucille Jolette, le tourisme, Paul Lamotte, l'éducation, Jacques Goulet, la chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa, Charles Gagnon, Tembec et Régent Bisson, le club d'argent. Alors, c'est ça qui est la composition dans le moment pour le comité. Sans compter que M. Ouellette représente aussi la ville de Témiscamingue sur ce comité-là. Donc, vous avez, en tant que comité, vérifié peut-être les lacunes, en tout cas pour le développement ici à Témiscamingue. Vous disiez juste auparavant pour les infrastructures, mais ce n'était pas seulement pour cela. Vous regardez aussi pour l'avenir, pour les industries qui pourraient venir ici. C'est ça, il y a eu 3 volets qui ont été donnés au plan stratégique. Le premier volet, c'était la structure industrielle locale. Par ça, on essayait de développer le tourisme industriel, favoriser la consolidation des investissements de Tembec, encourager l'implantation d'entreprises de transformation cliente de Tembec, planifier l'aménagement de terrains propices à de telles activités industrielles. C'est qu'on voulait viser des terrains qui seraient propices à ce que des industries lourdes ou moyennement lourdes puissent venir s'établir pour diversifier la structure industrielle. Développer la sous-traitance et les autres services, adopter des incitatifs financiers et promouvoir la municipalité auprès d'industries qui pourraient venir s'installer ici. Dans le deuxième volet, qui était un volet commercial, ce qu'on voulait à ce moment-là, c'était rapatrier une partie des fuites commerciales, dont une étude avait démontré qu'il y avait quand même un bon pourcentage, environ 35% qui fuyaient vers Nord-Bay. Alors, on voulait adresser ce problème-là. Promouvoir l'entrepreneurship local. On sait que c'est un manque à Témiscamingue de gens qui veulent développer des entreprises locales. Soutenir l'amélioration des commerces et des services actuels. Améliorer l'attrait du centre-ville et son accessibilité pour de nouvelles entreprises. Ça va faire l'objet d'un plan particulier d'urbanisme.
dont la Ville a amorcé sa dernière rencontre, a amorcé l'enclenchement. Ça devrait se faire, une étude préliminaire va se faire avec le comité d'urbanisme. Et puis, suite à ça, suite aux recommandations, ils vont probablement avoir possibilité pour la Ville de faire une demande en vertu du plan de relance pour faire des améliorations au centre-ville. Aussi, la mise en valeur des potentiels touristiques, ça c'était le troisième volet, le volet touristique. Alors, c'était de doter la Ville d'infrastructures touristiques d'importance, intégrer Témiscamingue dans les circuits touristiques existants du Québec et de l'Ontario, faire connaître les attraits de la Ville de Témiscamingue et relier Témiscamingue au sud du Québec, qui était un des volets du plan de relance aussi. Plusieurs volets. Parce que si on regarde, bon, vous parliez de chiffres tantôt, on parle de 24 millions de dollars que j'ai lu dans votre document, pardon, en salaire, qui est à l'extérieur parce qu'on ne les a pas ici à Témiscamingue, on n'a pas l'infrastructure ou on n'a pas non plus la population adéquate pour ça. Mais ce qu'on est porté à dire, bon, il y a des estimations de chiffres qui ont été apportées. Je me souviens, il y a quelques années notamment, je pense, il y a 2 ou 3 ans, la Ville avait rencontré à ce moment-là la Chambre de commerce de North Bay et on nous avait mentionné le fameux chiffre de 30 ou 35 millions d'achats qui se faisaient à l'extérieur de Témiscamingue. Alors, quand on évalue les quantités de services qui ne sont pas offerts ici à Témiscamingue, à raison de la diversité ou même des prix, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnes de famille qui vont carrément magasiner ou faire des achats de consommation de toutes sortes à l'extérieur, ce qui draine des capitaux vers l'extérieur, ce qui ne crée pas d'emploi chez nous. Or, la Ville a besoin de son potentiel humain. Elle a également besoin d'améliorer ses infrastructures, comme il a été mentionné tantôt. Et à cette fin-là, il faut absolument que le milieu de vie soit suffisamment bien organisé, bien structuré en ville pour permettre aux gens qui demeurent sur place d'aimer demeurer sur place puis de profiter de tous les avantages et des privilèges que la municipalité ou les compagnies vont bien vouloir mettre sur pied. Alors, dans ce sens-là, quand on dit on veut absolument trouver des moyens pour récupérer au moins le tiers des fuites commerciales, bien, nous, ça se traduit évidemment en termes de création d'emplois localement. Et là-dessus, bien, ce sont des gens qui, dans le fond, s'installent, achètent une maison, paient un loyer, envoient des enfants à l'école. Enfin, c'est toute la vie économique et sociale qui s'agrandit dans le cercle de notre milieu. si j'ai bien lu le document, Témiscamingue, étant donné sa situation, en tout cas frontalière, bon, à cause de la langue parlée ici à Témiscamingue, ainsi que, bon, l'éloignement, bon, c'est que la ville la plus proche du côté Québec, c'est Ville-Marie. Bon, c'est un endroit touristique. Ça devrait être beaucoup plus développé. D'ailleurs, c'est pour ça le désenclavement. La voie navigable, c'est quelque chose qui serait apte à être beaucoup plus développé, que ce soit du côté aubergerie, tout ça. C'est ce que vous dites dans votre document. Il n'y a pas seulement que cela. C'est ça. D'ailleurs, vous parlez de la voie navigable. Bon, c'est le premier projet d'importance qui a été accepté dans le cadre du montant d'argent dont le gouvernement du Québec a bien voulu laisser à Témiscamingue. Et ce projet-là est en train de faire des petits. Dans le fond, on a mentionné à plusieurs reprises que durant les premières années d'opération, ce projet-là n'était certainement pas viable à très court terme. Par contre, ce qui génère en activité touristique indirecte, souvent, c'est que ça devrait créer des opportunités. À titre d'exemple, s'il passe ici 100 ou 200 ou 300 plaisanciers, qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là ont besoin? Évidemment, les gens qui arrivent à proximité de Témiscamingue ont besoin notamment souvent d'essence, ils ont besoin de venir manger au restaurant, ils ont besoin de faire une halte. Et reste aux gens de Témiscamingue de tirer avantage de ça et d'organiser à l'intérieur de notre territoire, par exemple, des visites guidées, ce qui a été fait l'année passée par la Chambre de commerce, qui était l'opérateur officiel de la voie navigable. Et ça permet, dans le fond, aux étrangers de tirer profit de ce qu'il y a de beau ici. Ce qu'on veut, nous, c'est de mettre en valeur, mettre en évidence la beauté, par exemple, architecturale de la ville de Témiscamingue, encourager des promoteurs à développer des produits touristiques pour qu'on parle de nous de plus en plus et attirer de plus en plus de monde. Parce que vous savez que si des centaines de gens passent, on ne voudrait pas juste regarder passer le bateau, comme on dit souvent chez nous, et de s'apercevoir qu'ils vont s'en aller, par exemple, à Ville-Marie ou à New Liskeard, parce que ces gens-là les attendent, les reçoivent. Et on a aussi beaucoup d'idées sur ce que les gens de Kipawa vont faire. Ils ont commencé à penser l'année passée, puis peut-être de plus en plus en 1994, pour créer un lien étroit entre le lac Témiscamingue et le lac Kipawa.
On n'a pas à revenir souvent là-dessus, sauf que c'est un fait que le lac Kipawa, c'est un des plus beaux lacs qu'on a, avec ses 1200 000 de tours. Et ce qu'on a souhaité l'an passé, c'est qu'il puisse y avoir une communication directe entre ces deux lacs-là. Or, ce qu'on voudrait, nous, c'est d'intercepter, c'est une façon de parler, d'intercepter les bateaux et éviter qu'ils fassent juste la navette dans l'axe nord-sud, mais qu'on soit également capable de les apporter vers Kipawa. Parce qu'il y a là-bas des pourvoyeurs, il y a de la bonne pêche, il y a des choses à visiter. Et ça sera des retombées économiques pour les gens de Kipawa. On espère des nouveaux emplois qui seront créés, même si ce sont des emplois saisonniers seulement. Ça serait tout à fait fantastique. Lorsque j'ai lu le document, ça m'a ouvert les yeux sur un côté, en tout cas, c'est la voie de contournement. Plusieurs personnes me disaient, c'est peut-être pas dangereux, tu trouves, les gens ne passeront plus dans le centre-ville de Témiscamingue. Les touristes, on va moins les voir, vont passer tout droit. Au contraire, si j'ai bien lu, l'infrastructure, que ce soit côté industriel, commercial, peut se faire aussi de ce côté-là. C'est parce que, en tout cas, si on regarde la situation dont Témiscamingue est bâtie, il y a plus grand place dans la ville de Témiscamingue. Maintenant, vous êtes rendu à l'OTAN pour pouvoir bâtir, que ce soit côté appartement ou résidentiel. C'est sûr que la vocation principale de ce chemin-là, c'était d'être une voie d'accès que d'une voie de contournement. Puis jusqu'à maintenant, les efforts qu'il y a eu au niveau du développement rattachés à cette artère-là ont été surtout priorisés aux extrémités. C'est-à-dire pour qu'il y ait des retombées aussi dans la ville et non pas le long de la voie comme telle. On peut voir qu'il y a eu le développement du nouveau garage Shell qui est installé à une extrémité. On a le garage Paquin à l'autre extrémité. Puis c'est ça, on essaie autant que possible de prioriser que les gens s'installent aux extrémités pour que les retombées bénéficient à tout le monde aussi. Il n'y a pas de projet comme tel dans le moment de développer ailleurs là, le long de la voie d'accès. Sauf que si on regarde les terrains disponibles ou quoi que ce soit, pour que ce soit les industries ou quoi, c'est peut-être avantageux de se bâtir pas loin de là. Au niveau industriel, oui, il peut y avoir des possibilités. Il y a même un terrain qui longe la voie d'accès qui a déjà été identifié comme étant ayant un bon potentiel au niveau industriel. Mais ça aussi, au niveau des industries, c'est préférable de toute façon qu'ils soient situés plus en retrait de la ville. Donc, c'est dans ce but-là que ça a été fait aussi. Ce que M. Ouellette mentionnait tantôt, disons que la voie d'accès visait à rendre de meilleurs services pour la compagnie parce qu'évidemment, il y a un achalandage qui était assez élevé au centre-ville de Témiscamingue. Il y a plusieurs commerçants. Place d'affaires disait qu'avec la quantité de camions qui transitent à tous les jours à Témiscamingue au centre-ville, c'est comme difficile en termes de grosse pollution, d'achalandage lourd, des risques d'accidents et tout ça. Et c'est comme difficile de réorganiser un petit peu le centre-ville pour qu'il devienne un peu plus une histoire de famille, des services commerciaux et publics. Et il mentionnait tantôt qu'un programme particulier d'urbanisme devrait voir le jour bientôt. D'ailleurs, là-dessus, ce qu'on vise, c'est que beaucoup de monde l'ont dit avant nous aussi, c'est que si on peut-tu faire en sorte que la voie d'accès permette de sortir le trafic lourd du centre-ville, ça nous donnera l'occasion et l'opportunité par la suite de travailler à revitaliser, à redynamiser le centre-ville, d'y trouver une vocation spécifique pour regrouper là les services communautaires, les services commerciaux et publics, et développer un achalandage au centre-ville, parce qu'on sait que la dispersion démesurée, souvent des places d'affaires, fait que les gens n'aiment pas particulièrement ça. Donc, si on pouvait redévelopper, redynamiser le tissu commercial au centre-ville, ça serait certainement un avantage pour tout le monde. Et très bientôt, justement, lorsque cette émission va passer, on va déjà avoir rencontré les membres du comité consultatif d'urbanisme pour préparer une campagne de sensibilisation dans le milieu et une campagne de consultation auprès des hommes d'affaires, commerçants, des individus du centre-ville qui vont être consultés pour donner leur opinion, leur avis sur ce que sont, selon eux, les besoins du centre-ville, les problèmes principaux. Et il y a beaucoup d'éléments dynamiques on est prêt à mettre en branle pour redynamiser ça. Vous parliez tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de terrains, mettons, au centre-ville. Par contre, il y a des terrains, on sait, qui sont mal utilisés ou qui ne sont pas utilisés. Il y a du regroupement à faire. Il y a à développer peut-être une nouvelle attitude aussi par rapport aux nouveaux investisseurs et à ceux qui sont déjà en place. Il y a des promoteurs locaux qui n'attendent qu'une bonne occasion de se manifester. Il y a des forces vives qu'on connaît peut-être mal dans le milieu. Alors, il faut vraiment rebrasser ça et encourager les gens à devenir des promoteurs. Ce qu'on dit, nous, c'est à tous les promoteurs ou investisseurs, n'hésitez pas à présenter à la municipalité toute forme de projet que vous auriez.
S'ils ne sont pas réalisables dans le cadre du programme qu'on administre nous, il l'est peut-être dans le cadre d'un autre programme. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de les inviter, dans n'importe quel sens du terme, de les inviter à soumettre des idées de projets innovateurs pour qu'on puisse les aider à les réaliser. Parce que vous parlez justement de programme, il y a plusieurs intervenants maintenant qui viennent ici à Témiscamingue. Si on parle de CEDET et CEDET ou quoi que ce soit, on n'a plus besoin de se déplacer à Ville-Marie comme tel. C'est-à-dire que les gens de la CEDET ou de l'Office du tourisme ou de le CAET, qui est le Centre d'aide aux entreprises, ces gens-là viennent déjà à Témiscamingue. Alors, ils font partie, dans le fond, de notre équipe comme consultants externes pour nous aider à réaliser notre plan de développement stratégique. Alors, ces gens-là, et justement, ce matin, quelqu'un de la CEDET a référé à la municipalité un promoteur qui avait besoin d'indications. Et son premier réflexe a été de s'adresser à la CEDET. Des fois, on a le phénomène inverse. Des gens s'adressent ici et nous les référons à la CEDET pour que leur dossier, le plan d'affaires notamment, soit bien monté. C'est un petit peu le rôle qu'on s'est donné avec ces partenaires-là, de travailler de concert pour s'assurer qu'il n'y a aucun promoteur qui va passer dans le filet. Il y a quelqu'un qui va pouvoir le récupérer puis de l'aider à sa façon. Alors, c'est un peu un partenariat au niveau des services professionnels et ça nous permet d'aller puiser à plus de ressources que uniquement celles de la municipalité. Donc, on peut avoir de l'aide avec votre comité, avoir un soutien très dynamique. Voilà. Parce que si je regarde, ce que vous avez, votre mission pour le développement de la ville à l'an 2000, il vous reste seulement 6 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas long, 6 ans, hein? Je pense, Chantal, c'est sûr que si le comité doit travailler seul là-dedans, puis cheminer, là, 6 ans, c'est pas long. Ce qu'il faut, c'est que les gens embarquent dans le plan de relance, dans le plan stratégique, soumettent des projets, puis aident au développement dans ce sens-là. C'est sûr que ça ne se réalisera pas seulement qu'avec un petit groupe de personnes. Mais ce qu'on espère, c'est qu'on va réussir à motiver les gens à développer des projets. Parce que ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que le million qu'on a eu du gouvernement du Québec, dont déjà une certaine somme a été dépensée pour le désenclavement et pour le projet de motoneige. Il reste présentement environ 807 000 $, je pense, de disponible. Cet argent-là, on a seulement que 3 ans pour le dépenser. Et puis dans 3 ans, au rythme où ça va dans le moment, là, ça va être assez juste. Ça en prend des projets, puis il faut que les choses bougent là, pour qu'on réussisse à rencontrer notre objectif. Et puis, si on réussit à faire cet investissement-là d'1 million dans les 3 ans, et que c'est pour des projets qui rencontrent nos objectifs, et on peut peut-être maintenant en parler un peu, les projets qu'on désire prioriser, c'est surtout des projets qui vont entraîner du développement économique. C'est-à-dire que le projet, comme tel, va nécessiter une certaine somme d'argent pour se développer, mais il devrait aussi faire tourner la roue et puis engendrer un certain développement économique, causer d'autres projets à se développer, etc. Il faut que ce soit des projets qui soient créateurs d'emplois. Donc, par ça aussi, ils vont aider la roue économique à tourner. Les projets doivent permettre de diversifier la structure économique de la ville. Parce qu'une des choses qui avait été soulevée au début, c'était le fait qu'on était une ville mono-industrielle, etc. Donc, il faut travailler à développer ça aussi. Et puis, les projets il faut que ce soit des projets dont la faisabilité et le taux de financement sont assurés. C'est-à-dire que nous autres, on veut investir dans des projets qui vont réussir. Ça ne peut pas être des projets là, qui ne pourront pas aboutir. Donc, il y a une certaine étude technique qui est faite au niveau des demandes de projets pour s'assurer que ces projets-là vont être menés à bon terme. Fait que si ces objectifs-là sont rencontrés, je pense que l'argent va être bien dépensé et ça devrait aussi entraîner une roue là, qui devrait nous permettre d'ici 6 ans à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Ce pas des subventions comme telles, par exemple. Ce sont des prêts avec des taux préférentiels, c'est ça? Il y a deux catégories. Par exemple, les organismes à but non lucratif où la municipalité pourrait devenir promoteur puis soumettre un projet. Dans ces cas-là, c'est des subventions qui s'appliquent. Subventions qui ne devraient pas dépasser un certain seuil. Il n'y a pas 100 des coûts du projet qui vont être financés par le plan de relance, par exemple. Bon, on se permet tout le temps de dire que le promoteur devrait au moins mettre une mise de fonds. Et l'objectif qui est tenté actuellement de respecter, c'est la proportion 80-20.
80 de subvention maximale et la balance qui vient par le promoteur. Et s'il y a plus qu'une source de financement ou deux sources de financement, il est même possible que le 80 dont on parle soit un petit peu diminué. Par contre, pour une entreprise privée, on parle moins de subventions dans le cadre de l'application de ce programme-là, mais plutôt de prêts avec des particularités. Exemple, une libération d'intérêt sur un certain nombre d'années. Puis, bon, c'est des choses qui peuvent quand même permettre à un promoteur de souffler durant l'investissement de fort capital au début d'un projet, avec une vacance d'intérêt, mais ça donne un petit congé. On peut souffler un peu plus durant au moins 3 ans. Alors, ça, c'est une des particularités pour les entreprises privées. D'accord. Donc, si on a plus de questions, c'est peut-être aller vous rencontrer et demander des informations. À qui doit-on s'adresser? Bon, il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent directement. Je suis principalement attitré à l'application du plan stratégique de développement. Donc, les personnes qui ont des questions là-dessus peuvent directement s'adresser à moi. Il y a des groupes en particulier qui adressent une demande écrite au conseil municipal. On a convenu entre nous que, évidemment, comme c'est adressé à la ville, moi, je les prends en charge dès qu'il y a un accusé réception et par la suite, on complète le dossier, on téléphone au promoteur, on le rencontre. On s'assure que le dossier ne manque pas de détails. Et par la suite, on va l'acheminer aux analystes qui sont des personnes ressources de l'extérieur pour regarder en détail l'application de tous les programmes existants et en plus celui du contrat de relance pour maximiser l'aide qu'on peut apporter à un promoteur. Alors là-dessus, il y a vraiment une équipe là, d'organiser autour d'un projet. Et le comité qui est ici présentement, c'est un comité qui va avoir à analyser le dossier une fois qu'il est complété et à décider si, par exemple, il rentre dans les grands axes stratégiques de développement. Et si, toute fin pratique, il a l'air de répondre à toutes les exigences du programme, le comité est en mesure de faire une recommandation positive ou négative au conseil. Et c'est le conseil c'est une autre instance qui va recommander au ministre Picotte, celui qui est responsable de ce dossier-là au niveau du gouvernement du Québec, qui va lui recommander d'y donner suite. Alors, l'instance finale, c'est important peut-être de mentionner ça, c'est que le comité, c'est un rôle consultatif de première instance, et ensuite le conseil municipal d'un deuxième niveau. Et finalement, si le ministre Picotte donne son aval au projet, bien évidemment, il va y avoir entente entre le gouvernement du Québec et le promoteur pour signer un contrat et réaliser le projet. Et nous, dans le fond, on va l'avoir un peu suscité, encouragé, habillé un petit peu, et par la suite, on devrait le voir en application. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Et en tout cas, depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler beaucoup plus du plan de relance comme tel. Et j'espère que les promoteurs, les futurs promoteurs, iront vous rencontrer pour demander conseil. Puis je suis certaine que vous allez pouvoir les épauler comme il faut. Alors, ils sont les bienvenus. On est ouvert, hein, Yves? On est ouvert à tout ça? Oui, 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, ou presque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai maintenant les adolescents ainsi que ceux qui sont au collège à écouter cette entrevue parce que si vous avez remarqué à Témiscamingue, nous avons toujours de jeunes policiers et policières qui font un terme et qui par après retournent soit dans leur coin natal pour travailler ou transférer peut-être dans d'autres coins qu'ils veulent découvrir. Bienvenue Nancy Gordien. Merci. Ça fait quelques émissions que tu es avec nous maintenant. On commence à te connaître un peu plus. On va justement parler de ton métier de policière. Bon, depuis combien de temps tu es policière maintenant? Je suis rentrée à la Sûreté du Québec le 8 mars 1993. Puis j'ai commencé à Témiscamingue le 1er avril 1993. Donc ça va faire 11 mois le 1er février. Presque un an avec nous autres. Oui. Est-ce que tu aimes la région? Oui. Ah oui, j'aime bien ça. Là, j'aimerais savoir, bon, ceux et celles qui font des études, à quel endroit peuvent-ils étudier pour devenir policier? Moi, je vais parler comme de moi, plus que des autres cas, parce que tu as des conventionnels et tu as des étudiants. Moi, j'étais étudiante, j'ai fait 3 ans de technique policière au Collège Annecy à Montréal. Il y a au moins 8 cégeps, je crois, qui donnent la technique policière, puis tu en as un qui donne en anglais aussi. Après ça, il y a une formation à l'Institut de police du Québec à Nicolette, qui est d'une durée de 13 semaines. Par la suite, moi, pour la Sûreté du Québec, j'ai 3 semaines de formation, on appelle ça l'induction. Puis, j'ai Ton certificat? Oui, ça, je l'avais eu après l'Institut. Je veux dire, j'ai eu mon placement à Témiscamingue après la première journée de l'induction. On sait où on s'en va. D'accord.
Donc, ça te donne combien d'années d'études au total? Environ, c'est 3 ans plus 13 semaines à l'Institut. Peut-être 1 an et demi, même pas. 3 ans et demi, je veux dire. Donc, c'est quand même pas long comme étude. Ben, c'est assez long, c'est concentré seulement sur ton métier. C'est pour ça que vous apprenez vraiment toutes les techniques. Est-ce que ça ressemble beaucoup les études ici au Québec à ce qui se déroule aux États? Est-ce que tu es au courant des différences qu'il y a? Non, je pourrais pas, je voudrais pas me lancer sur le sujet parce que je sais peut-être une étude à une émission à venir. Ah oui, peut-être! Bon, maintenant, quand tu es arrivé ici à Témiscamingue, le territoire comme tel, de quelle superficie a-t-il lorsque vous faites vos patrouilles? Donc, en tant que tel, le territoire à patrouiller, c'est la 101, si on veut, Témiscamingue, T-Lake, Kipawa, puis on monte vers le nord jusqu'à la Nielle, sur la route. Mais on a un des plus gros territoires pour la Sûreté du Québec à couvrir parce qu'on a beaucoup de forêts. Ça monte comme à partir de l'est, c'est la rivière de Joachim. Je vais juste regarder pour ne pas me tromper, là, mon petit papier ici. Il appelle ça la ligne du canton par le nord, le lac Témiscamingue, puis on va jusqu'à Ville-Marie-Val-d'Or par le chemin de la pénétration. C'est un grand territoire. Oui. Est-ce que les événements, c'est pas mal différent? Bon, j'imagine que Montréal, parce que la population est moindre. Oui. Mais quel genre d'événement peut-il arriver ici à Témiscamingue? Ça dépend beaucoup de la saison. Comme durant l'été, on a des noyades, on a plus d'événements par rapport à la route parce que les régates de Ville-Marie, il y a la Saint-Jean, la Fête du Canada, et ça amène des gens beaucoup à circuler. Il y a aussi le rodéo, il y a le rodéo du camion. Ce qui fait beaucoup de trafic à Témiscamingue, les gens doivent passer sur la route à Témiscamingue pour se rendre à Ville-Marie souvent. La plupart, en tout cas. Donc, ça nous fait plus de gens à contrôler si on veut. Durant l'automne, il y a la chasse. Ça amène des disputes entre chasseurs pour le territoire. Après ça, il y a la saison de la pêche. Il y a des noyades durant la pêche ou des gens qui sont perdus sur les lacs, ces choses-là. En gros, ça dépend de la saison. Comme les crimes, plutôt les événements changent de saison en saison. C'est sûr qu'il y en a tout le temps des réguliers, comme les accidents de la route. C'est pas par rapport vraiment à la saison. C'est sûr que l'hiver, peut-être qu'on peut en avoir un peu plus, mais c'est des accidents mineurs, des accrochages à cause que la neige et c'est glissant. Mais à part de ça... C'est à peu près en général, dépendamment de la saison. Oui. C'est pour ça que l'événement suit. Mais dans les crimes comme le vandalisme, est-ce que tu sais, ici à Témiscamingue, c'est beaucoup moins qu'auparavant? Ça a diminué. Les gens, on dirait qu'ils font plus attention ou plutôt les gens qui commettent des crimes savent que les gens sont plus... ils s'occupent plus de leurs choses. Il y a le comité de protection de voisinage aussi qui a commencé l'été passé. Qui a peut-être aidé. Moi, je pense que ça l'a dû aider. Il y a beaucoup de pancartes jaunes dans les vitres. Les gens se demandent c'est quoi. Surtout les gens qui sont prêts à commettre un crime, ils doivent se dire c'est quoi ça. Fait qu'ils prennent peut-être pas de chance. On a eu une diminution de 36 % je crois, de méfaits sur les biens et la propriété durant la saison estivale cet été. C'est à peu près du mois de juin au mois de septembre. Donc, c'est beaucoup moins qu'auparavant. C'est oui. cool, ça. Est-ce que, bon, l'état d'ébriété, OK, la boisson... Est-ce que, à Noël, un exemple, durant le temps des fêtes, est-ce que vous avez eu plusieurs cas? On n'a eu aucun cas de capacité affaiblie durant les fêtes, mais durant l'année, on a eu 30 capacités affaiblies. Mais on était très contents parce qu'on a fait des gros efforts, on a fait des blocages de route, on a fait des opérations spéciales les soirs, il y a eu du surtemps accordé afin que les patrouilleurs puissent rester plus longtemps. Puis... on était contents dans le fond, mais